Bon, alors bonjour. Je commence, c'est la troisième conférence. Le sujet, comme vous l'avez vu, c'est la colonisation grecque, avec toutes les polémiques là-dessus. Mais peut-être il faut que je m'explique mieux, parce que le titre est un peu trop général. Je voudrais contribuer au débat qui a été ouvert récemment sur la colonisation grecque, ou la soi-disant, comme dit des collègues qui ont commencé à critiquer le concept. Avec ma contribution portera presque uniquement sur le problème de la forme de la ville. C'est la ville grecque antique, soit en Occident, soit dans les colonies, pour décider si s'il y a quelque chose à apprendre à ce propos. En ce qui concerne le mouvement qu'on a appelé, qu'on continue à appeler colonisation grecque, nous, il faut dire qu'on a eu, dans le XXe siècle, après Pais et Tchacheli, l'histoire de la Grande Grèce de Tchacheli, mais surtout les deux volumes de base. C'est la Grande Grèce de Jean Bérard, que il faut rappeler qu'il était professeur à la Sorbonne, quelquefois on l'oublie, qui a fait sa thèse de doctorat à la Sorbonne sur la Grande Grèce, histoire des établissements grecs entre le mythe et la légende, et The Western Greeks, la thèse de Jean Bérard est sortie en 1941, la seconde édition en 1957, la même année quand il est mort d'un accident routier, et The Western Greeks de Thomas James Dunbabin. Sont les deux volumes qui ont créé une grille d'interprétation qui continue depuis plus qu'un demi-siècle. Mais on a vu, après faire l'apparition du concept de mobilité méditerranéenne, grâce à l'archéologie. Il y a la mobilité, il n'y a pas seulement des mouvements coloniaux, mais il y a la mobilité qui commence déjà au IXe siècle, sinon auparavant, dans les Pouilles même avant, et qui n'a pas de caractère ni de continuité, ni de continuité avec ce qui vient après. C'est la raison pour laquelle on a refusé le concept de pré-colonisation. Le regretté David Ridgway s'est battu contre le concept qui n'existe pas. Donc, ce sont deux choses différentes. Après la mobilité, on a eu la connectivity et en même temps le problème d'ethnicité, le problème d'identification ethnique. Ce qui, à la fin d'un processus qui a son point final à la fin des années 80, Robin Osborne, un distingué collègue professeur à Cambridge, a signé un article avec des affirmations très dures contre la colonisation grecque. Il dit que l'histoire grecque ne fera des progrès sinon quand la colonisation sera éliminée du vocabulaire des historiens et des manuels d'histoire. Alors, tout ce qu'on a cru jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'il y a une métropole qui organise une stolon, une expédition coloniale, avec un chef qui sera le futur fondateur de la cité, avec ses compagnons, les hétaïroi. Tout ça, c'est une invention mythique, c'est une invention tardive, parce qu'il n'y a pas une cité-mère qui organise l'expédition coloniale. On a constaté, après toutes les interventions dont je parlerai tout à l'heure, la réaction qui est venue par Alfonso Mere, Mauro Moggi, par Irad Malkin, contre cette interprétation. On a eu aussi une contribution importante qui vient de la historiographie allemande et de la historiographie anglaise à propos de la intentional history, l'histoire intentionnelle, sur laquelle on a eu la contribution de Gian Giulio à propos des mémoires coloniales, c'est-à-dire comment est-ce qu'on utilise les sources et les utilise uniquement dans le cadre intellectuel politique de l'auteur de la source, pas des événements que la source nous transmet. Bon,
Et on a fait un colloque à Tarente il y a 3 ans et demi, c'est le 50e 2010, les actes sont déjà parus. On a vu l'article, le bouquin de Maria Cecilia d'Ercole avec une compte-rendu, un résumé du débat récent, et on a le volume édité par Cap de Tray et Zurbach sur les mobilités, les mouvements, les réseaux, les contacts, et le volume édité par Madame Sèvres sur les diasporas grecques du 8e. Parce que ça, c'est encore un autre problème. On parle de diaspora, mais ça serait un discours très, très long. Nous, on a refusé. Je partage complètement la position de Michel Gras, qui est dans le volume de Cap de Tray Zurbach que je viens de nommer, lequel Michel Gras est contre l'utilisation comme des autres, des diasporas, ne semble pas avoir rien à quoi faire avec le mouvement des Grecs en Occident. Alors, quels sont les problèmes sur lesquels il faut tirer l'attention? Le rôle de la métropole. Il y a une métropole, il y a la métropolis qui organise ou pas? L'historicité de la figure du fondateur de la ville, l'oikistes en grec, ou le ktistes, qui devient un héros dans la ville grecque. Et là, le problème des rapports entre la forme urbaine de la ville de la mère patrie et la forme urbaine de la ville d'Occident, qu'il faut, même sur là, il faut la réfléchir. Et finalement, le principal problème, c'est les rapports avec les indigènes. Ça, c'est vraiment le problème capital de toute l'histoire du mouvement de la colonisation, les rapports avec les indigènes. Moi, que je viens j'ai fréquenté des années les colloques de Tarente sur la Grande Grèce, dans lequel, quand j'étais garçon, j'ai écouté Finlay, Ettore Lepore, Georges Vallée, Ronald Martin et François Villard, etc. Et je veux vous dire, j'ai commencé à la fin des années 60, il n'y a pas un colloque qui ne s'occupe pas des indigènes. Les indigènes, le problème est donc toute l'historiographie qui change. Mais en 67, j'ai écouté par Moses Finlay une expression formidable, la frontier history. La frontier history est entrée dans le vocabulaire à nous, en Italie, mais je ne le vois pas chez les Anglais qui l'ont inventé, parce que la frontier history n'existe plus. Je ne sais pas pourquoi. La frontier history nous permet de dépasser soit le concept d'acculturation, soit le concept d'hellénisation, qui sont des concepts unilatéraux, non? Unilatéraux. Mais la frontière history, c'est l'échange. C'est la frontière comme lieu d'échange, non? Pas comme acculturation violente. Irad Malkin, tout récemment, il est revenu sur le problème avec une autre contribution sur la colonial middle ground. Mais le middle ground de Malkin me semble quelque chose de semblable à la frontière history. Frontière history qui nous a permis d'étudier la frontière américaine, qui est du bouquin de Turner, mais surtout la frontière chinoise de Owen Lattimore, qui avait travaillé, étudié le problème des rapports à la frontière, qui est vraiment quelque chose de formidable. Et finalement, grâce à notre ami Henri Dresini, on a maintenant un volume sur les indigènes de la Catalogne à la mer Noire. C'est une série de contributions dans toute la Méditerranée qui nous permettent d'avoir les bases. Le problème, c'est d'avoir les bases sur lesquels fonder les modèles, pas les modèles sur lesquels aller à chercher les bases. Et alors, je vous montre un exemple d'utilisation que je considère pas tout à fait correcte de la documentation archéologique. C'est les fouilles des collègues hollandais à Sybaris. Pas à Sybaris dans la ville, dans la plaine, mais sur les collines. Sur les collines, il y a un site formidable de l'âge du fer qui s'appelle Francavilla, qui a été fouillé par Mme Zancani les années 60. La fouille continue récemment grâce aux soins de Mme
Marianne Kleibrink, une très éminente collègue de Groningen. Alors, qu'est-ce qu'elle a trouvé? Donc, Zancani avait trouvé un temple grec archaïque. Vous voyez, en noir, c'est le temple grec. En noir, non? En noir, c'est pour moi. Là, c'est plutôt marron, non? Comme on dit. Mais Madame Kleibrink a fouillé au-dessus du temple et a trouvé une cabane. Dans la cabane, il y avait des paissons à métier, énormes. Elle a décidé que c'était un temple, que c'est un temple indigène. De là est partie son interprétation. Alors, qu'est-ce qu'on aurait? Que les Grecs arrivent et sont obligés à mettre les dieux dans le même lieu où il y avait les indigènes. Donc, dans une sorte de continuité, toute la discussion qui est partie après la publication de ces fouilles porte à la conclusion que Mme Kleibrink dit il faut éliminer les Grecs de l'horizon, ce sont les indigènes qui ont fondé les villes, ont organisé les territoires, ont fait le cadastre, on a mis en culture le territoire, toute une série de conclusions dans la ligne des collègues hollandais et des collègues et des Anglais, c'est-à-dire là. Alors, on se demande pourquoi, comme le dirait mon ami Alphonse Sommet, les Zénotres n'ont pas écrit un poème comme l'Iliade, ou n'ont pas eu un poète comme Hésiode qui a fait les travaux, qui a écrit les travaux. Comment est-ce que les Zénotres, 2 siècles après, ont commencé à écrire en utilisant l'alphabet grec? Donc, sans être violent, il faut dire que quelques différences il y a. Alors, comme archéologue, je préfère, quand on a de la stratigraphie, une chose sur l'autre, faire attention plutôt aux coupures plutôt que à la continuité. Donc, c'est la coupure qui vient à la fin du 8e, quand les Grecs arrivent dans le territoire. Et donc, je reprends une phrase très sympa de Ian Morris, le collègue anglo-américain, qui dit « Nous, dans la seconde moitié du XXe siècle, on est passé de Brodel et Finlay, qui sont l'expression de la guerre froide, pour arriver à Purcell et ses amis, qui sont l'expression du web et de la connectivité. » Donc, vous voyez, non? Et en ce qui concerne les indigènes, je reprends une observation de mon maître Ettore Lepore, que les indigènes sont entrés au moment où on a commencé à donner un coup d'œil plus attentif au tiers-monde. Mais, comme dit Goscha Chesladze, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau sale, l'eau de bain. Donc, et alors, il faut revenir aux problèmes fondamentaux. Jonathan Hall, un des collègues anglais et américains, il enseigne à Chicago, là, il a écrit un essai très important qui s'appelle Foundation Stories. C'est-à-dire, il a examiné les sources. Bien entendu, ni Homère, ni Hésiode, ni Archiloque sont valables pour l'histoire, sont des poètes, donc ne sont pas bons. Alors, on arrive au 5e siècle. Au 5e siècle, on a la source principale, c'est Antiochos de Syracuse. Antiochos de Syracuse, c'est un monsieur, un syracusain, qui a écrit une Peri Sichelias, a travaillé à la cour de Syracuse. Il est peut-être la source de Thucydide pour l'histoire de la Sicile, peut-être il y a quelqu'un. Mais selon les collègues, il est un des responsables, sinon le responsable de l'invention de la colonisation. C'est-à-dire que les sources du 5e siècle, selon Osborne et les Anglais, ont pris comme modèle les fondations classiques, c'est-à-dire les cléroukies athéniennes, par exemple, et l'ont transporté au passé. Donc, on créé la colonisation en utilisant des modèles contemporains. Mais
Mais Hall termine sa démonstration en disant, mes amis, la seule source contemporaine aux événements, c'est l'archéologie. Quand on parle du 8e siècle, on n'a rien. La seule source contemporaine, c'est la documentation archéologique. Ce qui, naturellement, signifie une charge de responsabilité sur les épaules d'un archéologue, le pauvre archéologue qui doit avoir tous les instruments, les outils pour comprendre. Et évidemment, nous, on continue à faire des tentatives, on a des modèles qui sont toujours susceptibles de changement. Mais Nicolas Purcell et encore avait dit les archéologues sont esclaves des textes. C'est-à-dire, il n'a pas tout à fait tort. Il y a des archéologues qui fouillent pour confirmer ce qu'on lit dans les textes. Ça, malheureusement, c'est vrai. Mais il dit il faut se libérer de ça, parce que les sources sont l'ombre d'un fantôme, d'une chimère. La phrase de Purcell. Et la seule réponse correcte, c'est l'archéologie. Macari, on dit en grec. Mais ce n'est pas comme ça, parce que même l'archéologue est un sujet, n'est pas objectif. Donc, il faut se rappeler que même l'interprétation archéologique n'est pas, les réalia ne sont pas, ils ne parlent pas tout seuls, il faut les interpréter. Quand on a commencé à réagir à sa manière de réfléchir, on a commencé. D'abord, il y a un argument qui nous vient de la tradition des études. La tradition des études, j'ai cité Georges Vallée, Ettore Lepore et tous les maîtres de Giuseppe Nenci. Personne des maîtres qui sont liés à la tradition qui on essaie de refuser, on parlait de colonisation grecque au singulier. Il y a plusieurs expériences. Il y a la colonisation des Éubéens, la colonisation des Corinthiens, des Achéens, et nous, comme archéologues, quand on va sur le terrain, et c'est ce que je essaie de vous montrer après, on voit les différences. On ne peut pas créer un modèle unique et dire non, la colonisation grecque n'existe pas. Et de quoi on parle. Et seconde, Mario Lombardo nous a montré dans une série de contributions qu'il n'y a aucun rapport entre les colonies du 5e siècle, les cléroukies athéniennes. Je fouille à Lemnos et on verra à la fin de la conférence le plan de Lemnos. Il n'y a aucun rapport entre les cléroukies du 5e siècle et les fondations archaïques. Ce sont des choses différentes. Et pour les cléroukies, on a les textes, la cléroukie de Bréa, c'est un fantôme, la cléroukie de Lombarda, sont les cléroukies athéniennes dans le 5e siècle, dans l'Adriatique et dans la mer Égène. Donc on a les textes, on a les inscriptions, donc on les connaît plus ou moins bien, mais ils sont autre chose. Il y a un problème de nominalisme, bien entendu, parce que l'utilisation du mot colonie est tout à fait incorrecte. Ça, il faut le dire, parce que colonie, c'est un mot latin qui vient du verbe colere, qui signifie cultiver. Donc, c'est la manière de traduire le grec. Mais le grec utilise apoikia. Apoikia, ça veut dire apo oikeo, c'est-à-dire partir quitter la maison. Donc, vous voyez, un conte est quitter la maison, c'est émigrer. Une autre est aller pour exploiter des territoires. Dans le concept d'apoikia, il n'y a pas l'exploitation des territoires. Et donc, il n'y a pas une métropole qui organise pour exploiter. C'est une métropole qui organise pour faire partie les gens parce qu'il n'y a pas assez à manger. Donc, ouais, il y a eu dans tout le XXe siècle une différence d'opinion que maintenant on la connaît par l'histoire de la culture. On est passé du primitivisme de Mayer, c'est-à-dire les Grecs partaient parce qu'il n'y avait pas assez à manger, ce qui n'est pas vrai partout, parce qu'il y a des différentes situations, ou le modernisme de Black Way, par exemple, trade before the flag, non? Le commerce avant d'implanter le drapeau. Donc, c'était pour ouvrir les marchés, tout ça.
c'est absolument anachronistique. Et donc, mais j'ai l'impression que quand on refuse le modèle de colonisation, le noyau du discours des collègues anglais, c'est qu'il n'y a pas, il y a colonisation s'il y a un empire, non? S'il y a un empire, c'est-à-dire il y a la mère patrie qui organise et des gens qui partent pour exploiter les territoires. Ce qui n'est le cas de la colonisation grecque, donc la colonisation grecque n'est pas une colonisation. N'est pas une colonisation, c'est un apécisme. On peut dire apoikismos, c'est le mot grec. Non? Alors, j'espère qu'il ne soit pas seulement un problème de nominalisme. Quand on dit que les sources, il ne faut pas accepter, qu'est-ce qu'on fait, nous, du 6e livre de l'Odyssée, quand Homère nous raconte la fondation de Scherie? Je ne sais pas, peut-être quelqu'un d'entre vous, les philologues, peut dire que c'est une insertion tardive, mais au début du 6e livre, le poète nous raconte que Ulysse était arrivé dans l'île des Phéaciens, avait rencontré Nausicaa, il va rencontrer après, non? Mais dans cette île habitait un peuple qui était mené là par un monsieur qui s'appelle Nausithos, qui est le père d'Alkynos, donc le grand-père de Nausicaa, lequel avait amené ses compatriotes loin des Cyclopes, parce qu'ils vivaient dans un territoire d'hommes violents, et donc il voulait les sauver. Et donc il est parti. Mais ce qui nous intéresse, c'est que dans le vocabulaire de Homère, il y a 3 éléments, vraiment, c'est comme un programme. Teikos amphipolei. Donc, Nausito, une fois arrivé, a bâti un mur autour de la ville. Après, il a donné les maisons oikos kai neus, les maisons aux hommes et les temples aux dieux. Et finalement, edassato aruras, il a partagé les camps. Il a fait le cadastre. Donc, le cadastre, c'est l'expression que j'utilise comme forme d'hommage à notre ami Max Guy, qui nous a enseigné beaucoup de choses et qui insiste sur l'importance du cadastre. Argument qui a été une partie de la thèse de Julien Zurbach, présentée à Nanterre il y a quelques années, et sur lequel Zurbach a écrit un article important pour rappeler que les Anglais, quand on parle de non-colonisation, ils oublient le problème fondamental, c'est le problème de la terre, sur lequel nous avons une documentation énorme. Après, il y a encore un autre problème. Le second problème, c'est qu'à partir du 7e siècle, les Grecs qui étaient en Italie, en Sicile, ont fondé des villes qui sont appelées sous-colonisation. C'est une expression à rejeter, vraiment. C'est horrible, la colonisation. Imaginons-nous sous-colonisation. Donc, c'est les fondations de seconde génération. Et à ce propos, je vous signale un article d'un jeune archéologue, historien grec, M. Morakis, dans Classical Quarterly, il y a quelques années, de 2011, qui vient de Cambridge. Donc, c'est le premier qui a dit « Oui, pour le 8e siècle, je suis plutôt d'accord avec Osborne, la colonisation n'existe pas. » Mais du 7e, avec, ceci dit, dans la main, on commence à avoir des éléments plus clairs, et donc il admet l'existence d'une possibilité de colonisation. Donc, qu'est-ce qu'il reste selon l'interprétation de nos collègues? Il reste que la mobilité. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui partaient de la Grèce, des îles, et qui allaient en Occident. Et en Occident, ils allaient habiter à côté des indigènes. À côté des indigènes, et avec lesquels ont créé des villes qui, quelques 30-40 ans après, les temples, toute la culture qu'on peut examiner avec les données archéologiques. Quand les amis, les élèves de John Boardman ont lui présenté un volume d'hommage à John Boardman au moment de la retraite,
un volume qui a été édité par Franco De Angelis et Goscia Ceslazze. Nicolas Purcell a fait le compte-rendu, parce qu'un des articles était Archaeology of the Colonization. Et le compte-rendu de Purcell, c'est Archaeology of what? Non, ce sont donc la tradition toujours des fantômes dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, le temps est arrivé pour commencer à réfléchir, et je vous propose de le faire aujourd'hui, rapidement. Je n'ai pas le temps, parce que je me rends compte que le sujet est trop vaste pour être tout inséré dans une seule conférence, et la forme de la ville. Tout le monde sait que après la chute des palais mycéniens, il y a au moins 3 siècles qui sont appelés Dark Age, le Moyen Âge grec. C'est une expression téléologique parce qu'après le Moyen Âge, il y a la Renaissance. Et donc, et la Renaissance, c'est le 8e siècle. Alors, tout le monde est d'accord, a dit, le 8e, bonjour, surgit la police. Nous, on essaie de voir les choses dans une sorte de continuité et d'imaginer que c'est toujours la même histoire, avec des passages, des changements qui ne sont pas synchroniques dans tout le monde. Et donc, il faut tirer l'attention sur le fait qu'au 8e siècle, c'est un moment particulier de transformation du même concept avec toutes les nouveautés qu'on voit à cette période, comme les sanctuaires, comme les nécropoles, les sanctuaires sur lesquels nous utilisons, bien sûr, toute la littérature, une bonne partie produite par notre ami et collègue François de Polignac. Mais encore plus récemment, avec les découvertes archéologiques faites par Nottakuro à Xoburgo, dans l'île de Tinos, la collègue Irène Lemos dans les fouilles de l'Efkandi, dans NEUB, le panorama change. On ne peut pas parler de Dark Age. Dark Age, il faut éliminer. Non? On parle de nominalisme, il faut éliminer le Dark Age. C'est ce moment très, très compliqué. C'est très obscur, obscur parce que nous sommes ignorants, pas parce qu'il était obscur. Qu'est-ce qu'il s'est passé? À partir du 8e siècle, au moment des grandes transformations de la société grecque, il y a des groupes qui sont partis pour l'Occident. Bon, ce sont métanastei, c'est des migrants, ce sont des colons, ce sont des apoikoi, la ville mère l'avait organisé, tout ça, et il faut le contrôler, il faut le croire ou pas, mais pas avec les sources du 5e siècle. Non? Alors, laissons à côté les sources, on va voir la situation sur le terrain. Donc, utilisons la documentation archéologique et mettant ensemble la situation en Grèce et en Occident. Non, c'est que avait été demandé plusieurs fois par Georges Vallée, avait été faite dans un colloque à l'école italienne d'Athènes en 1979, c'est comparer la Grèce et l'Occident pour voir qu'est-ce qu'il y a. Il y a coupure, il y a continuité, il y a similitude, il y a des différences, qu'est-ce qu'il se passe. Quand on parle de la polis, après, en Grèce, et franchement parler, les concepts qui ne sont pas satisfaisants, parce qu'on passe d'une conception quantitative qui a été proposée par Catherine Morgan et Coulton en 1997, seulement paramètres comme entité physique. Non? On peut parler de polis à partir d'une grandeur telle. Ou là, les paramètres pausaniens du centre de Copenhague. Non? Pausanien, je dis parce que
Pausanias, un jour, arrive en Phocide, il voit une petite ville qui s'appelle Panopée, et dit, c'est une ville, Panopée? Il n'y a pas le théâtre, il n'y a pas le stade, il n'y a pas les fontaines, il n'y a pas le gymnase. Donc, les paramètres pausaniens, mais au second siècle après, sont que si on n'a pas les grands monuments, on n'a pas le droit d'appeler polis un habitat pareil. C'est-à-dire que Sparte n'était pas une ville, ce n'est pas une cité, non, comme si vous vous rappelez la conférence précédente. Donc, encore plus récemment, on a eu la synthèse publiée dans l'Agopoulos, un volume 2009, dans lequel il y a un essai, d'un architecte qui travaille avec Mazarakis, qui s'appelle Alexandros Gounaris, lequel a tenté une classification, les villes de la Grèce propre, les villes de l'Asie mineure, les villes d'Occident. Mais chaque fois, la phrase qui introduit le discours, c'est « according to the literary testimonia », en accord avec les sources littéraires. Et non. Si on classe l'archéologie en accord avec les sources, ça veut dire qu'on fait exactement ce qu'on veut éviter de faire, c'est-à-dire de tenir l'archéologie dans l'autonomie. Et alors, on va plutôt à reprendre la discussion qu'a fait Notakuro dans le même volume de l'Agopoulos, dans un colloque parisien de 2003 sur la naissance de la ville, la contribution de Khedre, 2008, qui a fait un beau tableau de la Grèce continentale, jusqu'au volume de Dieter Mertens sur les villes des Grecs en Occident, avec les plans, c'est un inventaire de toutes les villes. Mais revenons au problème de la ville en Grèce, pour voir comment sont les villes de la Grèce, pour mesurer les différences. On commence avec toute une série d'habitats de la Crète. Carphi, qui signifie clou en grec. C'est un site pointu, un clou. Carphi, c'est un habitat de la fin du XIe, Xe siècle, et avec des autres habitats qui sont... Carphi est l'habitat fouillé par le directeur de l'école britannique, fusillé par les Allemands au moment quand ils débarquaient en Crète en mai 1941. Et après, on a les fouilles récentes des Américains, toujours en Crète, de Vronda. Vous voyez les sites qui sont au sommet de Vronda, Cavus, ils sont des hameaux, des villages, on dirait plutôt des groupes de maisons au sommet d'une colline. Ça, c'est Zagora dans l'île d'Andros, dans les Cyclades. Les fouilles des Australiens qui ont fêté l'an dernier le 20e anniversaire des fouilles. C'est des fouilles très intéressantes. Et Emborio. Emborio, c'est le plus fameux. C'est les fouilles de John Boardman, publiées il y a longtemps. Avec la ville, vous voyez, la ville est disposée sur les terrasses. On monte en suivant les courbes de niveau jusqu'au sommet où il y a le Megaron Hall, la maison du chef, et le temple. Ben, le temple du VIe siècle, c'est la seule chose qu'on a après. Et donc ça, ces habitats comme Zagora, comme Andros, Carphi, comme les autres, sont importants parce qu'il n'y a pas une vie après l'abandon. Et donc, on peut mesurer exactement la forme d'une ville grecque du Xe, IXe ou 8e siècle, comme elles étaient les villes de cette époque, parce qu'il n'y a pas eu continuité. Et à un certain point, on dispose d'une synthèse faite par un collègue polonais qui s'appelle Nowicki, lequel a dit ça, ce sont des sites de refuge. Et le concept de site de refuge est entré dans la littérature. Ça veut dire que les gens habitaient au sommet des collines parce qu'ils avaient peur d'habiter en bas. En bas, il y avait les pirates, il y avait les Akiwawa, il y avait tous les rights des pirates.
Mais vous imaginez que ce site sont là, sous le sommet des collines, 3 siècles. Donc, ce sont sites de réfugiés qui restent 3 siècles au sommet de la colline. Et bon, le concept a été plusieurs fois critiqué par Hegg, par exemple, par Harris, mais il ne faut pas oublier le problème économique. C'est la condition, c'est comme on cultive les champs, l'agriculture des archaïques primitifs qui a besoin d'habiter au sommet des collines pour ne pas pour utiliser la plaine pour cultiver. Donc, c'est qu'on sait par l'économie du Moyen-Âge, par exemple, qui nous enseigne des choses pareilles. Mais il faut dire encore qu'avec les découvertes archéologiques les plus récentes, on dispose d'une série d'habitats qui ne sont plus sur les collines et qui, en origine, étaient considérés comme des exceptions. Et maintenant, les exceptions sont plus nombreuses que la règle. Donc, on a donc des habitats qui sont au sommet des collines, comme Carfi, comme Borio, comme Zagora, comme Xoburgo, dans l'île de Tinos. Mais maintenant, voyez, les fouilles de l'école italienne à Gortine, c'est le collègue Allegro qui fouille l'habitat archaïque, même là, un habitat abandonné à la fin du 7e. Donc, on a la chance de voir une ville. Ce qui m'étonne, c'est que c'est un habitat avec des principes de régularité qui vraiment pensaient qu'en Crète, on a entre le 8e et 7e siècle une ville avec une grande rue qui est la platea, la strada, la platea est-ouest, avec des ruelles B18 et l'autre qui sont perpendiculaires. Ce n'est pas un plan orthogonal, mais c'est quelque chose. Malheureusement, les murs sont très mal conservés. Mais ça, c'est la colline de Gortine. La ville, une fois abandonnée, ils se sont transférés en bas. Donc la ville du 6e, 5e jusqu'à l'époque byzantine est en bas. Mais ça, c'est la colline et la plaine de la Messara. Pas seulement, mais on a aussi les fouilles de Prignas. Prignas, c'est l'habitat fouillé 45 ans et qui a été publié par Giovanni Rizza jusqu'à un an avant sa mort. Toute sa vie a travaillé et il a réussi à publier l'habitat de Gortine, de Prignas, un autre habitat qui commence à l'époque mycénienne tardive, qui termine au 6e siècle. Donc avec des groupes d'îlots, des maisons, et le temple qui est au milieu de l'installation, avec la frise que tout le monde connaît, la frise avec les cavaliers, qui est très bien connue du 7e siècle. Voilà, le temple. Et finalement, on a encore, soit Prignas que Gortine, c'est en Crète, évidemment. Azoria, c'est en Crète, encore un site crétois, fouillé par les Américains. Ça, c'est un site formidable. Ça, c'est le plan qui a été publié l'an dernier par Small. C'est une ville du 7e siècle abandonnée à la fin du 6e, début 5e. Même là, on a la possibilité d'avoir la forme d'une ville d'époque archaïque qui est intéressante, pas seulement pour la forme de la ville, des maisons, mais parce qu'on voit au 7e siècle la séparation de les maisons, le prytanée, la salle de banquet. On voit les premiers édifices publics qui commencent à être distinguables dans le plan. Et après, la ville est abandonnée. Et donc, il y a un problème qui a été posé déjà par Tony Snodgrass et par Robin Osborne sur les villes Feldpolis, les villes qui sont disparues parce qu'elles répondaient à one purpose. C'est one purpose sites. C'est des sites qui avaient une seule fonction et quand la fonction est... Je ne sais pas si cette interprétation est convaincante, il faut la revenir, mais il faut la enregistrer parce que ce sont des villes qui ont été abandonnées. Alors, allons-nous en Occident.
je me borne à la Grande Grèce et la Sicile, je laisse le reste, je n'ai pas le temps. Et déjà, à la fin du 8e siècle, nous avons Megalev Blea, vous voyez. Et on était à la fin du 8e siècle. On était dans une ville qui n'a pas, il n'y a pas de présidents indigènes. La seule chose qu'il y avait, le jaune, c'est un village néolithique. Hein, néolithique. Ça, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Michel et Henri, Michel Gras et Henri Trezini, qui ont beaucoup travaillé après les fouilles de Vallée-Villars et Auberson. On a les fouilles et la publication de Michel Gras, Henri Trezini, Henri Broise, et les travaux récents de Michel Gras, de Henri Trezini sur le lotissement. On connaît le lotissement, on sait qu'il y avait des lots et après des îlots, et toute la ville a été planifiée déjà à la fin du 8e, au début du 7e siècle. Il y avait le jaune, c'est un village néolithique avec des temples. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Michel, je dis, parce qu'ils ont imaginé que le sanctuaire était placé là, pas par hasard. La distance entre le village néolithique et le 8e siècle est telle que je m'en doute, mais je n'ai aucun élément pour dire si ou non. Mais en tout cas, les indigènes étaient dans les collines, n'étaient pas dans le site de la ville. Donc l'asile a été fondé, planifié. Et Megalev Blea est une ville extraordinaire parce qu'elle a été beaucoup fouillée, bien publiée. Elle risque d'être le modèle, pas seulement pour la colonisation d'Occident, mais pour tout l'humanisme de la Grèce antique. Mais il faut, partir de là pour voir s'il y a des éléments qui nous permettent de comprendre le sens du discours que je fais. Revenons à la Grèce propre. Cette fois, je prends des textes pour réfléchir à partir des textes. Les textes sont Thucydide et Aristote. Thucydide et Aristote utilisent une expression formidable pour décrire les villes archaïques de la Grèce. C'est katakomas ou komedon zontes. Et après ça, kata ton archaion tropon tes Ellados, à la manière antique de la Grèce. Alors, Thucydide, c'est un homme du 5e siècle, Aristote du 4e. Quand ils parlent de villes, ils sont sous les yeux des modèles de villes modernes, entre guillemets, du 5e, 4e. Et donc, pour classer la ville archaïque, il utilise l'expression catacombes. Les anciens vivaient disséminés, persémés, déparpaillés dans le village. Et le fameux discours de Thucydide, c'est à propos de la naissance d'Athènes, c'est les Athéniens étaient une série de villages. Un beau jour, il y a Thésée qui arrive et fait le cynécisme. Mais attention, dit Thucydide, l'homme est intelligent. Hein. Il ne faut pas confondre le cynécisme avec la conurbation. Disons, conurbation, c'est un mot moderne hein, qui existe depuis la fin du 19e, hein, a été inventé en Espagne par un architecte, un ingénieur espagnol. Mais ça veut dire que Thésée a unifié la ville dans le sens politique, pas le sens urbanistique. Chacun est resté à sa place. Non, les Athéniens sont restés chez eux dans les villages. Mais ça, c'est pour décrire la naissance politique d'Athènes. Mais quand on dit katakomas, quand Aristote dit katakomas, ça veut dire qu'il y a des villes modernes après la révolution hippodamène qui ne sont pas comparables aux anciens. Les anciens vivaient dans les villages. Nous, on ne le fait pas. Au point que la seule ville qui vit catacombes, c'est Sparte. Et ça fait la différence. Sparte, ce n'est pas une ville normale. C'est une ville qui encore, jusqu'à la fin du XIIIe siècle, seulement à la fin du XIIIe siècle, comme j'ai dit la semaine dernière,
avec les remparts et une réforme urbanistique faite par les tyrans, comme le dit Tite Live, prend l'aspect d'une ville normale. Mais pour les anciens, il n'était pas normal, il était archaïque. Donc ça, c'est le fondement d'une manière de concevoir l'urbanisme par les sources. Il faut faire les comptes avec ça. Bon, ce que je vois que les villes qu'on a connues jusqu'à maintenant de la Grèce propre, je n'ai pas montré, je ne veux pas montrer la situation à Athènes, à Sparte, on en a déjà parlé, mais même Athènes, Sparte sont des villages, ils sont des villes catacombes. Mais avec Mégalébléa, nous sommes en face à une nouveauté absolue. Alors, ça, on se retrouve avec l'autre problème. Est-ce que la poikia est modélée sous la forme de la mère patrie? La mère patrie, dans la tradition, c'était Mégara Nicéa. C'était Mégara entre Corinthe et Athènes, la ville grecque. D'abord, nous connaissons Mégara Nicéa, il y a la ville moderne, donc nous ne savons rien de Mégara Nicéa, sauf quelque chose. Et on a l'adhésion de Pausanias. On ne peut pas décrire une ville du 8e siècle avec Pausanias, bien entendu. Mais Mégara Ibléa est la mère patrie de Sélinonte. Non? Un siècle après, Sélinonte est une apoïkia de Mégara qui était apoïkia de Mégara de Grèce. Alors quelqu'un a cherché de comparer Sélinonte, que nous connaissons mieux, encore très bien, avec Mégara Nicéa. Mais je pense que l'opération n'est pas correcte. Il n'y a aucune possibilité de comparer la forme de la ville, de la mère patrie. Ce n'est pas là la réponse. Sinon, les Anglais ont raison à dire que la convention n'a pas eu lieu. Sinon, nous utilisons des faux problèmes. Ce n'est pas ça le problème. Non, Corinthe n'a aucun rapport avec Syracuse, Sparte avec Tarente et tout le reste. C'est évidemment, si on a des rapports entre la mère patrie, c'est au niveau des nomima, des institutions, des lois, de la religion, du calendrier, tout ce que vous voulez, mais pas au niveau de la ville. Et même si, quelquefois, on a la possibilité de comparer, mais la comparaison se situe à un autre niveau. Par exemple, Scala Europou. Oropos, vous voyez, c'est sur la côte orientale de l'Attique, juste en face de l'Eubée. Mais c'est tout à fait eubéenne comme culture, comme tout. C'est les fouilles de Mazarakis Enian que a identifié le site avec Graia. Oh, quelqu'un me demandait la semaine précédente d'où est-ce que vient le nom Greci. Parce que les Grecs s'appellent Hellenes. Graia sont les Grai, sont les habitants de Graia, qui sont gens de culture urbaine qui sont venus en Occident. C'était les premiers Grecs que les Latins ont connus et que tu appelais Grai. Grai, c'est le nom qui après est devenu Greci. Et nous disons Grèce, Grèce à la latine, mais pas Hellenes. Bon. Oropos, oui, c'est d'une importance fondamentale, c'est des compounds, c'est-à-dire des enclos avec des cabanes, avec l'espace pour stocker l'alimentation, l'espace pour travailler, surtout les métaux. Et vous voyez, voilà, en détail, la même chose on peut dire pour Érythrée, la ville qui est réputée la mère patrie de Pittacus. Et, on a depuis quelques mois la splendide publication de Samuel Verdun, Érythrée 22, avec finalement, après un siècle de fouilles suisses à Érythrée, finalement, non, pas seulement suisses, des Grecs jusqu'à un certain moment, les Suisses à partir de Karl Sheffold, après la guerre, on a la publication formidable de ce volume avec toute l'histoire du quartier géométrique
jusqu'au temple d'Apollo Daphnéforos qui est au milieu. Mais là, le quartier avec les cabanes qui sont comparables à les choses de Scalaropou. Et à Pitekusei, vous voyez, ça c'est le quartier de Mazzola, fouillé par Giorgio Buchner il y a plus que 40 ans. Mais là, ce n'est pas une comparaison au niveau de modèle de mère patrie et colonie. C'est une comparaison au niveau de structure économique et sociale. C'est les familles, c'est les groupes, c'est le Génos, je ne sais pas, la tribu, toutes les articulations, avec les groupes qui sont ensemble, qui ont l'espace de travail et qui sont spécialistes surtout de métaux. Mais là, il y a un autre élément qu'il faut considérer pour définir la police occidentale, c'est l'espace. Malheureusement, à part Megara-Iblea et un peu de Naxos, on verra tout à l'heure, on n'a pas suffisant d'éléments pour définir une ville. Mais pour l'espace, on peut utiliser un élément. Nous, les archéologues, on est pauvres d'idées, on est pauvres de concepts, et on n'a pas assez d'éléments. Mais un des éléments pour l'urbanisme, c'est la topographie des nécropoles. Parce qu'on sait que si on fait des bonnes cartes, et il faut le faire, malheureusement, on les a suffisamment, la topographie des nécropoles arrive à décrire l'espace habitable, parce que les nécropoles sont toujours, à la limite, en dehors de l'habitat. Voyons Syracuse, par exemple. Il y a la ville moderne, non? Ça, c'est l'îlot d'Ortigie jusqu'à Acradine. La ville archaïque, fondée à la fin du 8e, arrivait jusqu'à Acradine, parce que les nécropoles sont là. Toutes les nécropoles, les célèbres, richissimes nécropoles de Syracuse sont là. Et qui limitent au nord un habitat qui était un grand habitat. Après, quand la ville a été agrandie au 5e, 4e siècle dans la Néapolis, vous voyez qu'ils sont bâtis les maisons sur les tombes. Ce qu'on observe aussi à Tarente. C'est-à-dire, ce sont des villes qui agrandissent et qui vont bâtir sur la nécropole. Naxos, c'est réputé la plus ancienne apoïkia grecque de l'Occident, de la Sicile, et pas seulement dans Sicile. Ça, c'est le plan de la ville refondée par les Dinoménides au 5e siècle, mais dans les fouilles de Paolo Pelagatti et Maria Costanza Lentini, au-dessus, on a le plan d'une ville archaïque avec maisons du 8e qui sont organisées selon des rues, selon un plan de lotissement. Et finalement, Tarente, ma patrie. Vous voyez, la ville archaïque, et jusque-là, on peut la délimiter parce que le jaune, à partir du jaune, il y a les nécropoles. Les nécropoles qui commencent les dernières années du 8e siècle, jusqu'à 710, 700 avant Jésus-Christ. Donc, même là, on observe la même situation de Syracuse, c'est-à-dire quand l'époque classique, la ville avance vers l'est, ils vont bâtir les maisons sur la nécropole, au point que Polybe dit, il y a un oracle qui dit que les Tarentins seront heureux s'ils s'habiteront avec les morts. Ça, c'était un oracle imaginé post-eventum, bien entendu. Et finalement, à partir de la fin du 7e siècle, on observe, on registre la naissance de grandes villes. Ça, c'est un problème de foi. Bon, si quelqu'un peut dire que ce sont des villes du fin 7e, ne sont pas des villes du fin 8e, mais je me demande, ce sont des villes bâties par des indigènes, ont été faites avec la collaboration des indigènes. Ils sont des villes qui sont venues au monde comme des champignons, comme ça, ou il faut s'imaginer qu'on arrive à ce moment de perfection, après trois quarts de siècle, un siècle de maturation de l'expérience. Vous voyez, la grandissime ville de Sélinonte, avec au milieu l'agora que Dieter Merz vient de retrouver, qui se trouve exactement au milieu de la ville, et
un point de changement d'orientation. Ou Agrigente, une autre ville de 400 hectares, immense, avec une agora grandissime, énorme, avec, même là, la tradition est respectée. On est au début du 6e, c'est qu'on sait par les sources. Et finalement, les deux villes mieux connues de toute la Grande Grèce, qui sont Métaponte et Poseidonia, qui sont, même là, sont Apoikiae d'Apoikiae, ont été fondés par les Grecs qui étaient déjà en Italie. Les deux sont Apoikiae de Sybaris, fin 7e, début 6e, c'est-à-dire un siècle plus ou moins après la fondation de leur mère patrie. Là, on observe des espaces immenses qui ont été partagés, avec des agorae énormes, comme j'ai trouvé dans un passage de Strabon l'expression Tarente a une agora eumegetes. Ça, c'est une sorte de structure. Eumegetes, ça veut dire énorme, très grande. Et à Métaponte, on a une agora de 8 hectares. L'agora de Poseidonia, que j'ai fouillé et mesuré avec mon pas trop regretté Dinu, Teodorescu, ça fait 10 hectares, et avec des monuments pour les politiques comme l'Ecclesiasterion, qu'on a fouillé, Dino et moi, il y a une trentaine d'années, voilà, l'édifice. Donc, c'est tout le relevé de Teodorescu, de l'édifice en question. Et donc, tout ça vient exactement un siècle après la fondation des villes de la première génération. Mais je profite de Poseidonia et de Métaponte pour parler d'un aspect de la colonisation que je connais un peu mieux des autres, c'est les Achéens. Achaion ptismata sont les fondations des Achéens. Les Achéens, il faut distinguer les Achéens d'Homère, sont tous les Grecs. Tous les Grecs sont Achéens. Mais à l'époque historique, plus récente, historique, même Homère était historique, à l'époque, l'Achaïe est la partie nord du Péloponnèse, qui s'appelle aussi Aighialea. Aighialea, ça veut dire, c'est la partie est. C'est le royaume d'Agamemnon, c'est la partie est de l'Achaïe. Achaïa sera le nom de la province de Grèce, sont les Romains. Aighialea. Et là, la tradition nous dit qu'il y avait des villes comme Élike, Ripé, Boura, Égée, Pellene, etc., etc. Quand on prend les sources, c'est-à-dire Antiochos, Antiochos, les fragments d'Antiochos que nous connaissons grâce à Strabon, qu'est-ce que nous dit? Que les Achéens ont fondé Sybaris, ont fondé Croton. De Sybaris, on parlera la prochaine conférence. Mais alors, en 96, c'est-à-dire il y a 18 ans, Catherine Morgan et Jonathan Hall, encore les collègues très cultivés, très forts, ont fait un article Achaean Police and Achaean Colonization, à la fin duquel il dit la colonisation achéenne n'a jamais eu lieu. Parce qu'ils ont fait, justement, la recension, le compte-rendu de toute l'archéologie de la région, et sont arrivés à la conclusion que l'Achaïe n'existait pas, que l'Achaïe avait commencé à être une région avec son identité politique, pas avant la fin du VIe siècle. Donc, avec Pellene qui commence à frapper monnaie, ou sinon, au 5e siècle, après les guerres médiques, quand a été fondée Patras, c'est la cité aujourd'hui la plus importante, c'est à l'extrémité occidentale. Et alors, la question est, si l'Achaïe n'existait pas avant le 6e, qui a fondé Sybaris au 8e siècle? Qui a fondé Croton au 8e siècle? Parce que les sources nous disent que Ois o Elikeus, c'est-à-dire Ois de Elike, ville de l'Achaïe, ou Myskelos
Myskelos de Ripé a fondé Croton. Oïs a fondé Sybaris. Sont des villes du 8e siècle. Ça c'est la chronologie qu'on récupère avec une série de sources, et même avec l'archéologie. Alors, l'archéologie n'est pas correctement interprétée. Il n'y a pas une fondation coloniale. Ils étaient des indigènes et des Grecs, des marchands qui venaient, des migrants qui venaient à s'installer là. Ils sont installés. Un beau jour, ils se sont demandé, et nous, qui sommes-nous? Et d'où nous venons? Qui est notre père? Alors, ils sont inventés une identité achéenne. Mais pourquoi? Pourquoi les Grecs qui étaient en Italie, ils détestaient les Tarentins. Les Tarentins étaient réputés colons de Sparte. Alors, qui sont les pires ennemis des Spartiates? Les Achéens. Alors, nous, on est Achéens. Et donc, ils se sont donnés une identité contrastive, on dit. Non? Ça, c'est la construction, on dit à tavolino, pas sur le terrain, dans la bibliothèque. Une construction, c'est-à-dire, bon, il n'y a pas colonisation. La colonisation n'existe pas. Bon, après une dizaine d'années, finalement, les fouilles en Achaïe ont commencé et tout a changé. Parce que nous avons maintenant les plus anciens temples de toute la Grèce. Toute la Grèce, j'exagère, mais Nicolaïca, c'est-à-dire la partie nord-est du Péloponnèse, dans la plaine qu'il faut identifier avec Élike, c'est-à-dire la ville qui est réputée la mère patrie de Sybaris, Erofili Collia a fouillé un temple de fin 8e et ce n'est pas fini. Le temple du 8e est bâti sur un hôtel du 10e siècle avant. Donc il y a une ère culturelle énorme. Mais ce n'est pas seulement le temple de Nicolaïca. On a un temple à Nomazarakis, un temple à Nicolaïca, le temple de Greca, le temple de Trapezza, l'ancien Ripes, où Andreas Bordos a trouvé un temple proto-géométrique avec une stratigraphie jusqu'au 6e siècle, au début 5e, avec des frontons comme les frontons d'Égine. Donc, dans 15 ans, dans 12 ans, la physionomie archéologique de l'Achaïe a beaucoup changé, au point qu'il faut refaire un colloque. Nous, on l'a fait en 2001 sur l'identité des Achéens, quand déjà on n'était pas tout à fait d'accord avec les amis, les collègues Jonathan Hall et Catherine Morgan, mais maintenant, avec la découverte archéologique, tout le monde a changé. Alors voilà, pas seulement dans la fouille, la fouille du temple de Nicolaïque, les collègues Erofili et Anastasia Gadolo ont trouvé un modèle de temple. Voilà, c'est un temple à double pente. Il y a la pente ici avec la course des chars. De l'autre côté, il y a la course des chars, mais au milieu, il y a un trépied qui est le Geras, c'est le Doron, l'Athlon qui est gagné par... Bon, c'est la description d'une course homérique. Non? C'est ça là, non? Les baisses, les trépieds avec la... On a les éléments, pas encore complètement suffisants, mais plutôt sérieux, pour dire que c'est le temple de Poséidon Heliconios. C'est le fameux temple de Poséidon Heliconios qui était à Élike, c'est-à-dire le temple de Poséidon d'Élike. Heliconios qui après a émigré à Ionie, toute une histoire. Donc, c'est une région qu'il faut regarder avec respect. Le troisième élément, c'est la mère patrie, les indigènes, c'était le fondateur de la ville, l'Oikistes. Bon, on n'a pas assez d'éléments, mais Sandro Stuck, il y a 50 ans, a fouillé dans l'agora de Cyrène, dans le côté nord-est de l'agora, la tombe de Battos, exactement comme le disait Pandare et l'Escolia à Pandare. C'est-à-dire, dans l'agora de Cyrène, il y a la tombe. Pourquoi? Parce que Battos, c'est le fondateur de la ville. C'est le premier roi, le fameux Alessandro Batto. Et
Et le scolium dit seulement Bathos. Et la tombe de Bathos est de l'Agora. Les autres sont en dehors de la ville. Pourquoi? Parce que c'est le fondateur. Donc on a à Poséidon, et ça c'est encore le relevé de Dino, le fameux Sacello de Pestum, que nous on a interprété comme un héroïne, qui se trouve dans l'Agora. C'est une interprétation, bien sûr, ce n'est pas l'évangile, mais je le crois, mais dans laquelle il y avait les fameux vases en bronze avec le miel, tout un rituel. Et il ne faut pas oublier que le cas de Gela, à Gela, Thucydide nous dit que la ville a été fondée par Antiphamos de Rhodes et Entelos de Crète. Mais Paolo Orsi a trouvé à Gela un vase avec la dédicace Antifamo. Or, dédicace au datif d'un nom, d'un troponyme, il n'y a pas de possibilité. Les dédicaces sont faites au Dieu. Si c'est un homme, peut-être qu'un héros local. Mais par hasard, c'est le même nom que les sources littéraires nous transmettent comme le fondateur de la ville. Donc, et c'est une coupe attique du début du 5e. Bon, on peut dire qu'à ce moment-là, le fondateur a été inventé. C'était inventé le même jour quand ils ont fait la dédicace. Pour moi, c'est un terminus antequem, pas un terminus postquem. Non, si. Et finalement, le vase attique qui est dans le dernier élément que je vous signale, toujours dans le cadre de la colonisation achéenne, c'est le problème du territoire. On a commencé, c'est commencé en Italie, a commencé Georges Vallée, même avant, mais Georges Vallée a posé les bases en 1967 d'une discussion qui n'a jamais terminé, qui a été continuée à la Grande par François de Polignac sur la Grèce, et encore, nous, on continue à discuter soit sur la Grèce, soit la Grande Grèce, mais qu'est-ce qu'on voit dans les villes achéennes? Seulement dans les villes achéennes, c'est-à-dire Sybaris, Croton, Poseidonia et Métaponte, qu'ils se sont occupés des territoires avec les sanctuaires. Les sanctuaires sont placés à une certaine distance de la ville. Et Lord Vallée avait proposé, et je le crois encore, que la colocation du sanctuaire n'était pas un hasard, c'était à la limite du territoire, c'était à la limite, aux confins, jusqu'aux étrangers. Alors, qui venait à Sybaris, on sait qu'il y avait un sanctuaire des rats. On ne l'a pas trouvé encore. Mais à Croton, on l'a, vous voyez. Même Croton, c'est une grande ville. Une grande ville déjà au 8e, 7e, c'est une ville énorme avec une nécropole, avec un espace énorme occupé. Mais à gauche, vous avez la ville de Croton et les rayons, qui est à 12 km. C'est à la limite du territoire. Et voyons, ça c'est le sanctuaire. Il ne reste qu'une colonne qui s'appelle Capocolonne pour ça. Malheureusement, a été massacré, pas complètement fouillé, mais il y a quelque chose. On a par exemple ce cheval en bronze de la géométrique, donc, mais on n'a pas tous les éléments qu'il faudrait avoir pour dire que ça commence avec le début de la ville. Mais à Métaponte, oui, Métaponte, le sanctuaire des rats aussi est placé à la limite du territoire, jusqu'au bord du fleuve Bradano, qui est la limite de la Métaponte. Pas seulement la limite, mais c'est la limite de l'Italie ancienne. Le nom Italie terminait au Bradano, selon les sources du 5e siècle. Et là, on a le confin territoire et le confin d'un concept géographique qui vient des Achéens, sûrement de Sybaris et de Métaponte. Métaponte était à Poikia des Sybaritains. Donc, même là, c'est un éraillon. Et le plus fameux des érailles, c'est l'éraillon du Célé, à Poseidonia. Même là, c'est 50 stades di Strabon, c'est-à-dire un peu moins de 10 km. Plus ou moins comme à Croton, on a 12 km, à Métaponte, on a 6 km, 7 km, à Poseidonia, 9 km. Mais
Vous voyez que le Célé, c'est le Silaris, c'est le fleuve qui fait la barrière, le confin avec le territoire. Sur la rive droite, il y a les Étrusques, on parle une autre langue. C'est les barbares étruscophones. Je demande pardon à Lucas Chrétien. Je ne pense pas que les gens l'Étrusque étaient les barbares. Ils étaient les barbares dans le sens grec. Ils ne parlaient pas le grec, non, pas, mais c'était cultivé, amour de Dieu. Et donc, le grand sanctuaire d'Héra qui était là, même là, placé comme, vous voyez là, le plan du sanctuaire, avec les fameuses métopes. Non, je ne montre une, mais on a une quarantaine de métopes. Les métopes qui sont avec des sujets grecs, le plus important, c'est les atlas d'Héraclès. Ça, Héraclès avec le sanglier d'Érymanthe et Eurysthée qui se cache dans le Pythos. Et même là, ce n'est pas un choix par hasard. Héraclès, c'est un dieu culturel, placé dans un sanctuaire qui était aux confins, ça veut dire ça, on est dans la païdéia grecque, nous sommes des Grecs. Et ça, c'est au VIe siècle, et un siècle après la fondation de Sybaris, mais 20 ans, 30 ans après la fondation de la ville de Poseidonia. Même là, on n'a pas des indigènes qui étaient là auparavant. Je termine parce que dans la très rapide présentation des villes d'Occident, on a vu à partir de Mégara jusqu'à Poseidonia, Métaponte, qui s'impose un modèle de forme urbaine que nous appelons ville per strigas. Nous utilisons l'expression latine, les Allemands, Streifenkolonie, non? Ce sont les villes à striche, comment on dit, à bande. Les villes à bandes sont très, très monotones, très répétitives, non? Les bandes. Okay. Streifenstädte, Streifenkolonie. Et c'est le modèle qui s'impose dans toutes les villes à partir du 7e siècle, c'est-à-dire 3/4 de siècle, un siècle après la fondation de la première génération des migrants, des gens qui étaient venus avec le sac du pèlerin, qui s'étaient installés là avec les indigènes. Et tout un coup, après 60, 70 ans, ils ont fait les temples de Poseidonia, le temple de Métaponte, les temples de Crotone. Il ne faut pas croire que tout ça vient par hasard. Et on parle des Agéens. Mais ils ont fondé des villes qui sont devenues des modèles. On le trouve partout, dans toute la Méditerranée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'au 5e siècle, il y a un certain architecte urbaniste qui s'appelait Hippodamos de Milet, a fait un bouquin qui s'appelle Peripoliteias, dans la prononce grecque, Peripoliteias, sur la politique. Non, mais Aristote nous dit Hippodamos, c'est le premier homme non politique qui a écrit un bouquin de politique. Et nous avons du bouquin d'Hippodamos le compte rendu d'Aristote, en résumé. Il dit Hippodamos, et parmi les chapitres de Hippodamos, il y a un chapitre sur la forme de la ville. Parce qu'à partir de Hippodamos, s'imposait le concept de hippodameios tropos, bâtir les villes à la manière hippodaméenne. Bon, personnellement, j'ai une idée très vague de ce que veut dire hippodameios tropos d'un point de vue urbanistique. Parce que là, dans Aristote, on passe du modèle social de ville au modèle urbanistique. Donc, on n'arrive pas à distinguer. Mais au 5e siècle, on voit des nouveautés, mais on ne sait pas si c'est ça. La seule chose que je peux dire, que l'hippodameios tropos vient à la fin de 2 siècles d'expérience grecque, que Hippodamos a légué son nom à la manière de bâtir les villes que venait de la tradition des villes précédentes. Au point que les premiers savants du 19e, 20e siècle disaient, bon, Sélinonte, c'est une ville du fin 5e, parce qu'elle est faite à la manière hippodaméenne. Après, on a vu que c'était une ville bâtie 2 siècles avant, Hippodamos, un siècle et demi avant. Donc,
Et donc, hipodameostropos signifie autre chose. Ce qui veut dire, je veux dire qu'à partir du 5e, 4e, les Grecs ont commencé à bâtir les villes, même en Grèce. Alors, on a Alliès dans le Péloponnèse, on a la colline nord d'Olante dans la Chalcidique, on a Cassope. Cassope en Épire est la capitale du royaume de Molos. Non? Et finalement, j'ai eu la chance de fouiller à Héphaestia dans l'île de Lemnos, et avec la magnétométrie de mon ami et collègue Emanuele Papi et les fouilles qu'on a fait pour contrôler, on a maintenant le plan d'une ville, d'une clérouquie athénienne du 5e siècle. Vous voyez quelle est la forme qui s'impose dans la Grèce. C'est le Streifenstätten qui avait été inventé par les Grecs en Occident. Au moins, de ce point de vue, les Grecs d'Occident ont eu quelque chose à enseigner à leur mère patrie. Je vous remercie.